Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer à un thème riche et important, la quête du sens de la vie dans le zen. Tout être humain, quelle que soit sa culture, se pose inévitablement un jour la question sur l'origine, la nature et la finalité de l'existence. Cette quête d'un absolu qui fonderait notre vie ne représente pourtant pas toujours un chemin facile à accomplir. Alors en quoi la pratique de Zazen peut-elle nous aider dans notre quête de sens ? Quelles valeurs et qualités peut-on ensuite développer ? Comment appréhender les notions d'ego et de non-dualité ? J'ai le grand plaisir de recevoir pour en parler avec nous Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes un disciple de maître Tezen Deshimaru. Oui. Vous êtes vous-même moine zen. Oui. Vous dispensez des enseignements quotidiens au dojo zen de Nice. Et vous êtes actuellement l'abbé du temple zen de la Gendronnière. Oui, pour l'instant. Oui, pour 3 ans, c'est ça ? Oui. Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour commencer cette émission, Roland Reich, est-ce que vous pourriez nous aider un petit peu à mieux comprendre ce qu'est le zen, à le redéfinir rapidement ? Oui, alors le zen, d'une part, est une école du bouddhisme, mais c'est surtout un art de vivre en harmonie avec la vérité intime à laquelle on accède quand on pratique la méditation zen, qu'on appelle le zazen, et qui, selon nous, était la méditation du Bouddha lui-même. Donc c'est une méditation assise, dans la posture du lotus, où on apprend à se connaître soi-même, on apprend aussi à lâcher prise avec nos attachements, à en apercevoir le côté illusoire, et donc à s'en libérer, et ensuite de vivre la vie quotidienne avec cette même capacité de présence au monde, de concentration dans l'instant, et en même temps d'être animé par les valeurs dont on parlera tout à l'heure et qui émanent de cette pratique de la méditation. D'ailleurs, il y a une citation qui dit « mourir sur le zafu », donc le coussin de méditation, pour mieux renaître. Oui, parler de métanoïa, c'est cette espèce de transformation qui se produit lorsque l'on réalise en zazen que finalement, tout ce que l'on croit être est sans substance, et que donc il se produit un grand lâcher-prise. Et mourir sur le zafu, ça veut dire mourir à son ego. Et renaître à une manière de voir la vie d'une façon beaucoup plus vaste, beaucoup moins limitée. Alors pourquoi justement cette question du sens de la vie est-elle centrale dans le zen ? Je crois qu'elle est centrale pour tout être humain, mais dans le zen, elle est centrale parce qu'en tant qu'être humain, on se questionne sur le sens de la vie à partir du moment où on rencontre la souffrance. Et la souffrance, on la rencontre inévitablement. Le Bouddha en avait fait l'expérience lui-même. On la rencontre parce que on rencontre l'impermanence, on rencontre le fait que l'on doit perdre ce que l'on aime, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on désire, et puis on est conscient du caractère inévitable de la mort. Donc même si on cherche à ne pas y penser, c'est quand même à l'arrière-plan. Donc ça nous fait sentir qu'au fond, tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons dans la vie est relativement vain, puisque voué à disparaître, voué en tout cas à se transformer, que l'on ne peut rien saisir, rien s'approprier, que notre vie même ne nous appartient pas en réalité. Donc voilà, ça questionne parce que on est attaché à une certaine idée de soi-même qui fait qu'on est un peu en conflit avec cette impermanence. D'où la question du sens. Et alors, votre première expérience de zazen vous a vous-même bouleversé. Ça a été une réponse, en quelque sorte, à cette question du sens de la vie. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Oui, j'étais parti à faire un voyage autour du monde, mais qui n'était pas véritablement un pèlerinage, mais un besoin que j'avais d'abandonner un peu tous les conditionnements que j'avais reçus et de voir ce qu'il émergerait dans mon contact avec le monde une fois sorti de mon milieu parisien, de mon activité professionnelle, etc. Et je suis parti vraiment avec une quête du sens de la vie. Je ne voulais pas que le sens de la vie soit quelque chose qui vienne des autres ou imposé par mon éducation, la société, une sorte de conformisme, mais je voulais que la vie elle-même me permette d'expérimenter un fondement, un sens, une orientation. Et au bout d'1 an et demi de voyage, j'étais assez désespéré. Je n'avais pas vraiment trouvé de réponse à cette question. Et finalement, je me suis assis en zazen au temple d'Antaiji à Kyoto. C'était en juillet 1972. Et j'étais vraiment dans un état de tension proche du désespoir. C'était très fort, cette souffrance existentielle. Et au moment où je me suis assis en zazen, au bout de quelques minutes d'assise, d'un seul coup, une espèce de soulagement, de me dire, mais finalement,
il n'y a même pas besoin. Qu'est-ce que je cherche un sens à la vie? Il y a juste à être dans cette expérience que je suis en train de faire maintenant. Je ne me disais même pas ça. C'est maintenant que j'essaye de l'expliquer. Mais là, il y a une espèce d'apaisement total, un sentiment d'unité, ça suffit d'être simplement là, parfaitement présent dans cette assise. Et j'ai envie de continuer à vivre à partir de ça. Ça a été une évidence qui m'est apparue à ce moment-là. Et donc, j'ai demandé à pouvoir continuer cette pratique, qui avait duré 1 heure en tout à ce moment-là. Et c'est à partir de là que je suis ensuite parti du Japon pour rencontrer Maître Deshimaru et devenir son disciple, etc. Très bien. Alors le Bouddha parle, lui, de 2 réalités, la réalité relative, la réalité ultime. En quoi est-ce que c'est lié justement à cette quête du sens de la vie? Parce que je crois que la quête du sens de la vie, elle se pose quand on ne voit les choses que du point de vue relatif, relationnel. C'est-à-dire quand on vit dans la dualité, quand on est absorbé par les phénomènes et surtout qu'on est conditionné par un mode de fonctionnement mental qui est le mode de fonctionnement de l'ego, qui est beaucoup sous la coupe, sous l'influence prédominante du cerveau gauche, du cerveau du langage, donc qui découpe la réalité et crée des notions, moi, et puis vous, il y a moi, le monde, il y a maintenant, et puis mon avenir, il y a ce que je fais, et puis à quoi ça sert. Et donc on est toujours à se questionner dans un esprit vraiment dualiste. Et cet esprit dualiste nous empêche de faire une expérience plus profonde et fait qu'on n'est jamais véritablement satisfait. Alors que l'expérience de Zazen nous fait transcender complètement ce genre de questionnement, ce genre de mentalité. On ne fait pas même Zazen pour quelque chose. Au moment où on fait Zazen, d'un seul coup, il y a un sentiment de plénitude que ça suffit d'être simplement assis. Ça, c'est l'expérience fondatrice, fondamentale. On appelle dans le Zen Shikantaza, être seulement assis quand on est assis. Mais ça veut dire simplement manger quand on mange, simplement travailler quand on travaille. Donc retrouver cette unité avec l'ici et maintenant de notre vie. Alors on parle aussi de l'expérience d'Ishirio. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors Ishirio, c'est un mode de fonctionnement de la conscience. Moi, je crois d'ailleurs que quand on s'interroge sur soi-même, sur sa vie, il faut éviter de penser en termes de substance, de quelque chose, et toujours, c'est mon approche à partir de la longue pratique de Zazen, penser en termes de mode de fonctionnement. La conscience Ishirio n'est pas quelque chose, n'est pas une substance, mais c'est une manière de fonctionner de l'esprit. Et cette manière de fonctionner, c'est une manière dans laquelle on laisse advenir les pensées, les sensations, les perceptions, et on ne s'y attache pas, on ne s'identifie à rien, on laisse passer. Donc on a une conscience qui ne demeure sur rien, qui est complètement fluide, et qui donc est tout à fait réceptive à ce qui surgit d'un instant à l'autre, donc présente à la réalité. Et donc cette conscience Ishirio est finalement la meilleure manière d'être en harmonie avec le Dharma, avec le fait que rien ne demeure, rien n'est saisissable. Alors cet état d'esprit génère aussi un certain nombre de qualités, de valeurs qui peuvent nous aider à mieux envisager notre vie et son sens. Lesquelles, par exemple? Oui, parce que quand on pratique cette conscience Ishirio, on se détache forcément de l'idée d'un ego séparé. Et à partir du moment où on perçoit que notre vie n'est pas séparée du monde, mais au contraire n'est faite que d'interdépendance avec tous les êtres, ça génère un état d'esprit dans lequel toutes sortes de valeurs apparaissent. Mais principalement, la valeur de l'amour pour les autres, un amour désintéressé, un esprit de compassion et de bienveillance à l'égard des êtres, parce qu'on se sent non séparé des autres. L'ego qui fait qu'on a toujours l'impression que les autres risquent de nous prendre quelque chose, sont vus souvent comme des rivaux. Là, au contraire, on est dans l'empathie, dans la participation à l'autre, et par conséquent, on ne va plus pouvoir blesser, on ne va plus pouvoir bien sûr tuer, ni faire du mal aux autres, et au contraire, on va faire tout ce que l'on peut pour être bienveillant à l'égard des autres, mais d'une façon naturelle. Et à partir du moment où on pratique Zazen, on réalise un état intérieur dans lequel on sent qu'il ne nous manque rien. Et donc, on ne peut plus ni être avide, ni bien sûr voler, ni exploiter les autres pour essayer de s'enrichir à leurs dépens, etc. Donc, il y a tout un tas de valeurs là qui sont de l'ordre du don, du partage, qui vont apparaître. On ne peut plus mentir non plus. Et au contraire, la valeur fondamentale va être la valeur d'être authentique, d'être le plus possible
soi-même, mais authentique. Donc ce sont vraiment des valeurs universelles. C'est des valeurs universelles, c'est les 3 premiers grands préceptes. Oui. Et alors, donc justement, parmi ces valeurs, il y a aussi les 6 paramitas à développer, rappelons-le rapidement. Les paramitas, c'est principalement donc le don, dont j'ai déjà un peu parlé. Oui. C'est l'expression de l'amour, du partage. Les préceptes, je viens d'en dire quelques mots. Ce ne sont pas des règles qui nous empêchent de faire ce qui est mal, mais c'est l'expression d'un état d'esprit dans lequel on ne peut plus faire ce qui est mal. Si on est à l'écoute de l'éveil que l'on réalise dans la pratique de Zazen. Ensuite, il y a la patience, qui est une grande pratique du lâcher-prise. Rien de grand ne peut être accompli dans la vie sans patience. Et notamment, toutes les violences, à l'inverse, qui apparaissent dans le monde, c'est souvent le fait parce qu'on n'est pas capable de patienter par rapport à notre frustration, par rapport à la colère que fait surgir une situation. Donc la patience est une des vertus fondamentales. L'énergie que l'on met aussi, on ne vit pas à moitié, on vit pleinement, on s'engage totalement dans chaque pratique et on met toute notre énergie parce que chaque pratique est la chose absolue du moment présent, donc on ne le fait pas à moitié, on vit pleinement. Et notamment, toute l'énergie est employée pour pratiquer ce qui a du sens dans notre vie, c'est-à-dire la pratique de la voie avec et pour les autres. Et puis, les 2 autres grandes paramitas, c'est la pratique de la méditation, nous en avons déjà parlé, et la sagesse qui consiste à vivre en harmonie. Ce n'est pas la sagesse intellectuelle ou une sorte de philosophie conceptuelle, mais c'est un art d'être en harmonie avec ce que nous sommes au fond. Et alors, pour terminer cette émission, j'aimerais que l'on dise un mot sur le karma, c'est quand même important, puisque finalement, est-ce que le sens de la vie, cette quête du sens de la vie, n'est pas marquée par notre karma passé ? Qu'est-ce que vous en pensez, Roland Reich ? Oui, on est héritier du karma. Vous savez que le karma, ce sont notamment les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Donc, qui produisent, lorsqu'elles sont accomplies consciemment, un effet en fonction de la valeur positive ou négative de ces actions. Et lorsque nous naissons, eh bien, dans le bouddhisme, on croit que nous ne naissons pas de rien, mais nous prenons la suite d'un karma passé qui était, on dit, notre karma dans une vie antérieure, mais en réalité, ce n'était pas exactement nous. C'est ni un autre, ni totalement moi, mais c'est la continuation justement d'un karma. C'est-à-dire d'un enchaînement de causes et d'effets qui font que nous sommes apparus dans cette vie suite à un karma passé. Et donc, ça conditionne nos conditions de naissance. Nous naissons dans telle et telle condition suite à un karma passé. Mais ensuite, la pratique de la voie consiste à se libérer de ce karma. Et peut-être pas se libérer de tout karma, parce que nous sommes des bodhisattvas. Alors, rappelez-nous. Voilà. Et nous sommes des bodhisattvas, et les bodhisattvas, pour le bodhisattva, le sens de sa vie, c'est d'actualiser sa réalisation de l'éveil pour la partager avec tous les êtres, parce que le bodhisattva sent que c'est ça qui peut nous rendre véritablement heureux, durablement, véritablement libres, véritablement en harmonie avec ce que nous sommes au fond. Et donc, on déborde d'une envie de le partager avec les autres. Et donc, l'action du bodhisattva, ça va être de faire le vœu que, aussi nombreux que soient les êtres, je fais le vœu de les aider tous à s'éveiller, à faire cette même expérience de l'éveil. Et ce n'est pas moi, en tant que bodhisattva, qui vais sauver qui que ce soit ou qui vais éveiller les autres. Je vais faire en sorte de donner envie aux êtres d'entrer dans un chemin de connaissance de soi et d'éveil et donc de libération. Très bien. Je vous remercie infiniment, Roland Reich, pour vos éclaircissements et de nous avoir fait partager votre expérience. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer ça. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, un livre de notre invité Roland Reich, Zazen Yojinki, recommandations pour la pratique de la méditation de Maître Kezan. Et enfin, 365 haïkus, Instant d'éternité, publié chez Albin Michel. Ils sont illustrés par leurs textes japonais calligraphiés, ainsi que par des peintures zen. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain.